Raphaël Haddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en communication, directeur de l'agence de communication mots-clés et auteur de ce manuel d'écriture inclusive sur la féminisation des mots. Alors selon vous, finalement, la langue participerait à la relégation de la femme? Oui, on a vu à l'instant sur un autre sujet, la langue est le véhicule d'une culture. Et en l'occurrence, en France notamment, on a un certain nombre d'inégalités sociales entre les femmes et les hommes, beaucoup d'initiatives pour tenter d'y remédier, mais on reste travaillé par une langue qui est une langue fondamentalement phallocentrique, qui donne la primauté du masculin sur le féminin, par un ensemble de règles. Par exemple, le masculin l'emporte sur le féminin dans les accords en genre, ce qu'on apprend toutes et tous sur les bancs de l'école, par le fait que beaucoup de noms de métiers au féminin paraissent indisponibles, difficiles à employer. C'est en opposition à tout ça, c'est pour proposer une alternative à tout ce langage fondamentalement phallocentrique qu'on a travaillé autour de règles d'écriture inclusive. Alors à quand remonte cet usage en fait? Lequel ? L'usage du masculin. Alors, ça date du XVIIe siècle. En fait, ce n'est pas du tout intuitif. Si vous posez la question à un enfant de 4 ans, 5 ans, il pense très spontanément que pompière existe autant que pompier. Et donc, en fait, c'est ensuite qu'on intériorise le fait qu'un certain nombre de mots comme ça paraissent des sens interdits, des impossibilités de dire. Et ça, c'est le fruit d'une histoire, en effet. La langue est un matériau vivant. Au XVIIe siècle, des grammairiens, voyant que les femmes commencent à tenir salon, qu'elles commencent à émerger sur la scène intellectuelle, sur la scène littéraire, décident de réaffirmer ou de tenter de réaffirmer la prévalence de l'homme sur la femme en imposant la règle du masculin qui l'emporterait sur le féminin. Il y a un excellent livre d'Eliane Viennot qui retrace tout cela. Alors en 2017, à qui s'adresse ce manuel ? Alors ce manuel s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes par leur manière d'écrire. On a une responsabilité, chacune d'entre nous, individuelle, dans notre écriture, parce que les mots que nous choisissons d'employer, ceux que nous choisissons de ne pas employer, disent un point de vue sur la réalité, disent une manière de voir le monde. Et donc finalement, toutes celles et ceux qui sont concernés par cela, journalistes, entreprises, professeurs, étudiantes, étudiants, sont concernés, peuvent mobiliser l'écriture inclusive pour redonner de la place au féminin dans le langage et par là dans la société. Pourquoi cette auto-censure finalement? Parce qu'on se censure de façon assez naturelle. Eh bien, en fait, on a intériorisé l'idée que le masculin l'emporterait sur le féminin. Tout ça est codifié. On peut penser à l'académie, on peut penser aux travaux des dictionnaires, mais la réalité, c'est qu'on sait bien qu'en fait, les usages tranchent bien davantage que les institutions. Quand un mot s'impose dans le vocabulaire commun, eh bien, il finit par être enregistré par les dictionnaires. Oui, on le voit, que ce soit le vocabulaire du numérique, même des mots qui nous arrivent de l'étranger rentrent assez facilement dans le dictionnaire, mais pas la féminisation des mots. Alors la féminisation se fait également. Elle dit en effet un point de vue plus situé, un sujet qui est un sujet plus délicat. C'est peut-être pour ça que c'est plus difficile de s'en emparer de manière aussi résolue. Après, la langue, c'est un matériau vivant et on voit, à l'image de ce que vous disiez à l'instant sur le numérique, des dizaines de mots qui entrent chaque année dans les dictionnaires. Cette année, on a vu apparaître hackathon, on a vu apparaître Fab Lab, on a vu apparaître le mot trolley. Tous ces mots qui sont portés par la révolution numérique entrent dans les dictionnaires, d'abord et avant tout parce qu'ils existent dans les usages, parce qu'ils existent dans la société et que les dictionnaires les enregistrent ensuite. Pour la féminisation des noms de métiers, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Je pense à la commission de 84, présidée par Benoît de Groot. Et donc, on a maintenant un certain nombre de mots qui sont disponibles et qui sont massivement disponibles au féminin. Bon, il y a également, vous citez la commission de 84, mais il y a eu également le Haut Conseil à l'égalité qui a tenté de faire bouger les lignes. En effet, il y a une institution qui est une institution aujourd'hui qui porte ce combat, qui le fait avancer et qui l'a fait avancer de manière assez décisive durant ces dernières années. C'est le Haut Conseil à l'égalité qui a édité il y a quelques années et puis qui a réédité il y a quelques mois un guide pour une communication publique non sexiste, sur lequel d'ailleurs ce manuel est en partie appuyé. Et donc, en effet, on voit que du côté des institutions, les choses changent. Les choses sont en train d'évoluer. On voit apparaître des intitulés comme chef de projet E2FE. On se souvient du débat à l'Assemblée nationale pour Madame la Présidente plutôt que Madame le Président. Et donc, en effet, ce sont des choses qui sont en train peu à peu d'entrer dans les usages. L'institution universitaire également le fait. On voit apparaître de manière assez maintenant usuelle des expressions comme chercheuse ou chercheur, EURE. Et ça change la donne. Vous pouvez nous donner des exemples d'ailleurs. Bien sûr. En ce qui concerne les ingénieurs, c'est intéressant. Alors en effet, on a une école qui a été assez pionnière, qui est l'école des mines à Albi, et qui a décidé de se renommer école d'ingénieurs, ingénieurs au masculin, EUR ou EURE. Et ça a eu une incidence directe sur le recrutement. Elle a vu une féminisation assez nette de ces publics en quelques années. On a d'ailleurs le CNAM qui vient de prendre cette décision, qui est en train de faire évoluer l'école du CNAM, l'école d'ingénieurs du CNAM est en train de faire évoluer sa dénomination
de la même manière, dans l'espoir de voir également ces publics se féminiser. Bien sûr que quand on est une femme et qu'on s'apprête à entrer dans une institution que l'on perçoit pensée par des hommes et prévue pour des hommes, on est sans doute moins tenté d'y aller. Hein. Et donc la féminisation des noms de métiers dit quelque chose de la place qui peut être laissée, donnée de manière légitime aux femmes. Et la féminisation est encore plus difficile plus on avance dans la hiérarchie. Alors oui, très souvent, vous savez, on me dit « mais tout ça est accessoire, tout ça est anecdotique, ça n'a pas de sens, ce sont des vues de l'esprit, etc. » J'observe simplement une réalité simple, c'est que toutes les positions qui sont des positions subalternes, entre guillemets, sont des positions sur lesquelles la féminisation ne pose jamais de problème. Infirmière est parfaitement entrée dans les usages au même titre qu'infirmier, par exemple. En revanche, dès qu'on monte dans des positions qui sont socialement valorisées, alors on voit des hésitations, on voit des réticences. Il y a beaucoup d'institutions qui nous expliquent très sérieusement qu'une femme à une position de direction ne peut être qu'un directeur. Alors que si elle avait été à une position inférieure, il n'y aurait pas eu de problème à féminiser son nom de métier. C'est donc bien la preuve, l'une des preuves, mais il y en a beaucoup d'autres, que la féminisation des noms de métier est un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup Raphaël Haddad de nous avoir fait avancer dans le domaine du langage. Je rappelle votre manuel d'écriture inclusive donc en téléchargement libre et gratuit et les 2 sites internet sur lesquels vous pouvez trouver tous ces éléments d'information qui s'affichent à l'instant sur votre écran. Voilà.